L'invité du Grand Direct ce soir, c'est une romancière américaine installée à Paris. Nidra Poller, bonsoir. Bonsoir. Je dis romancière parce que c'était votre première vocation jusqu'à cette affaire qui vous vaut aujourd'hui de publier ce livre consacré à l'affaire Mohamed donc Al-Doura, qui est ce jeune Palestinien dont un sujet diffusé par une chaîne française a fait l'objet d'une polémique qui dure encore aujourd'hui, qui n'est toujours pas résolue. Entendu, et je dirais que ma vocation est toujours d'être romancière, mais il y a un roman qui se joue devant mes yeux. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, quand vous assistez à la diffusion de ce reportage, vous êtes à Paris depuis, je crois... 72. Voilà, donc vous étiez en France, voilà. et cet événement a fait basculer un petit peu votre travail. Et je dois dire que je n'avais pas la télévision à l'époque. Ouais. Donc j'ai vu que quelques images fixes et j'ai entendu le récit. Ma première réaction, et on la verra dans le livre, c'est que c'est une coïncidence qui ne tient pas la route. Et quand on écrit un roman, on fait attention à ne pas créer ce genre de coïncidence. Donc, j'ai vu que la situation des Juifs en France s'était transformée en 2 jours, du 28 au 30 septembre 2000. Et bouleversée dans mon confort de vivre en France. J'avais pas de conflit avec la France. J'ai su tout de suite qu'il fallait suivre ça, et pour moi, suivre, c'est écrire. C'est-à-dire que cette affaire, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, finalement, c'est de montrer à quel point ça a bousculé la façon dont on a vu finalement le conflit israélo-palestinien à partir de cette vidéo, de ce reportage. Justement. Ouais. Et il y a eu le résultat immédiat. En France, il y avait des attaques, des agressions contre les Juifs, et contre les lieux de culte, contre les centres communautaires. En Israël, il y avait ces horribles attaques qu'on appelait suicide bombers, mais en fait, ce sont des shahids. Et il fallait que je comprenne ce qui était en train de se passer, que j'analyse. Et justement, dans ce livre, qui est un recueil de tous les articles que j'ai écrits depuis 2000, on voit l'évolution de ma pensée. Moi-même, je pensais que c'était un accident, que c'était des tirs croisés. Mais petit à petit, j'ai appris de toutes les autres personnes qui avaient travaillé sur l'affaire. Je crois que j'ai toutes les informations à ce niveau technique. Et j'ai commencé de plus en plus à analyser le pourquoi de cette mise en scène, le pourquoi du refus d'avouer. Parce que pour moi, je n'ai rien prouvé. C'est un faux. Et je crois que la meilleure évidence de tout que c'est un faux, c'est le livre publié par Charles Anderlin qui a produit l'émission. C'est Un enfant est mort. Et dans ce livre, on voit exactement toutes ces manipulations de la vérité, les mensonges, pour répondre aux objections qui ont été déjà bien soulevées. Alors, il faut rappeler que pour la justice française, qui a eu à trancher donc, depuis des années toute une série de procès liés à la diffusion de ce reportage dont on a vu les images, il n'y a pas de faux. Elle n'a pas tranché contre justement le journaliste qui a réalisé ce reportage et la chaîne de télévision qui l'a diffusé. J'étais présente. Ouais. C'est écrit. Là, c'est vraiment la romancière qui écrit. Et c'est aussi l'américaine. Parce que j'ai une certaine idée de la justice. La justice française, je crois qu'on n'a pas le droit de la critiquer. Donc, je fais attention. Mais c'était, je ne peux pas dire folklorique, c'était très intéressant. Très intéressant. Donc, moi-même, je pense que ce n'est pas devant le tribunal qu'on va pouvoir dire, savoir, prouver que c'est un faux. Ceux qui comprennent que c'est un faux ont toute l'évidence qu'il faut. Ceux qui ne veulent pas avouer ont toute la facilité de ne pas avouer. Et tout le monde est protégé sur ce plan. Donc, les procès, il y a un procès où il y avait relax, parce que la juge, la présidente, elle a fait une erreur. Elle a demandé de voir les rushs. Quand elle a vu les rushs, il paraît qu'elle et les 2 autres juges
ont vu que c'était un faux. Donc, il y avait relax de Philippe Carsanti. Mais France 2 a fait appel et on a dit que ce n'était pas à la présidente du tribunal de demander les rushs. Maintenant, si ça avait eu lieu aux États-Unis, on aurait été obligé de montrer les rushs avant d'aller devant le tribunal et ça aurait été la fin de l'histoire. Quel est votre regard justement en tant qu'Américaine? Qu'est-ce que la presse américaine a pensé finalement de toute cette affaire, de cette polémique qui a, c'est vrai, créé beaucoup de colère en France et beaucoup de conflits justement? Vous savez, c'est pas exemplaire. C'est dire que moi, j'ai pu publier dans des médias très prestigieux, Commentary Magazine, Wall Street Journal Europe, Standpoint et beaucoup d'autres. Mais c'est limite. Les mainstream media ne se sont guère intéressés. Fox News a envoyé une productrice une fois. Elle a fait une petite émission pas très... Non, ils ont beaucoup à faire sur ce plan. Nous, en France, on est plus conscients parce que ça nous a touchés de plein fouet. Mais est-ce que ça, pour vous, ça caractérise quoi finalement? La manière dont la presse française aujourd'hui voit ce conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une armée qui s'en prend à des civils, c'est ça que ça symbolise pour vous? En effet, mais justement, en montrant l'évidence, les preuves, à diverses personnes très intelligentes, prestigieuses, des gens, je ne cite pas de nom, mais des gens qui représentent un peu la communauté et notre intelligence. J'ai vu une sorte d'impossibilité de dire c'est un faux, il faut... Donc, moi, il fallait que je développe ma pensée. Cela m'a mené à voir que ce n'est pas juste la France, l'Europe, c'est pas juste les médias, que en fait c'est la stratégie du djihad au XXIe siècle de créer ce genre de mythe, ce que j'appelle lethal narrative. C'est un récit qui est une arme de guerre. Et on l'a vu, je donnerai l'exemple, on l'a vu pendant l'opération Bordure Protectrice. On a eu des sortes d'émeutes pro-Hamas en France, à Paris. L'idée, c'était que les Palestiniens souffrent, on tue les enfants, les Israéliens sont méchants. Donc ça donne un certain confort. Les gens, la population entière de la France ne dit pas « nous ne voulons pas de ces émeutes pro-Hamas dans notre ville ». Et qu'est-ce qu'on a vu en France? À la place de la Bastille, à la République, on a vu le drapeau noir du djihad. Et donc ça, c'est le lethal narrative. C'est ce qu'ils ont dit sur l'opération, c'était tout faux, tout faux. Et je savais que ça allait se produire. 3e jour, tout bascule et c'est les enfants qui sont morts, les civils, tous les morts sont civils. Chaque reportage, on donnait le compte. Tout. Et ce qu'on fait, c'est on avance, le djihad avance dans les pays démocratiques, en Europe, également aux États-Unis. Mais ça, aujourd'hui, vous avez l'impression que cette affaire, finalement, elle continue encore d'avoir un impact sur la manière dont on suit ce conflit? Ou est-ce que les journalistes français ont changé là-dessus ou pas? Oui, mais ils oublient pourquoi ils pensent ça. Ils oublient pourquoi ils ne peuvent pas regarder les preuves et dire que c'est un faux. Mais c'est comme, nous l'avons dit, blood libel. Donc, le crime, on dit en français crime rituel. C'est la même chose que dire que les Juifs ont tué le Christ. Maintenant, ça a duré... Ça dure encore. Voilà. Donc, ça peut durer. C'est exactement la même accusation. Je rappelle donc que c'est un livre que vous avez écrit en anglais, Nidra Polaire, que vous publiez actuellement et qui est consacré donc à toutes les polémiques créées par cette affaire Al-Doura. Merci Nidra Polaire d'être venue en parler en français dans ce studio. Merci à vous. Mon plaisir. À très bientôt. À bientôt. Fin du Grand Direct, nouveau journal à venir.